Amis de l'écriture et de la lecture, bonjour et bienvenue pour ce troisième épisode de Scène. Aujourd'hui on continue notre exploration de la symbolique des décors et on s'attaque aux forêts cette fois-ci. Pourquoi ce biome nous fascine? Pourquoi ce biome nous effraie-t-il? Comment on peut le mettre en valeur dans le récit? En route! Si on doit commencer par parler de forêt et de symbolique, la première personne qui me vient à l'esprit, c'est Baudelaire, et notamment son poème Correspondance. L'idée choc dans ce poème, c'est l'inversion du regard, l'inversion du sujet. D'habitude, ce sont les personnages qui observent leur environnement, c'est ce qu'on fait de manière globale dans un livre, et bien pas ici, justement, c'est l'inverse. Baudelaire dans son poème symbolise la forêt comme un temple vivant, avec les arbres qui communiquent entre eux, comme un système entier, et c'est lui qui a des regards familiers envers le protagoniste. Le poète nous apprend quelque chose d'intéressant du point de vue de l'écriture et de la narration en général, c'est qu'on n'est pas obligé de tout faire passer par le regard du spectateur, mais également mettre en scène le ressenti du biome, donc là la forêt, par rapport justement au passage du protagoniste. Encore une fois, la synesthésie est ici quelque chose d'essentiel, on vient donner une couleur et une odeur, on vient donner du son à une texture. Avec Carl Jung, on est sur un deuxième type de personnification. Ici, la forêt est vue comme un archétype de régénération et de réincarnation. Contrairement aux grottes qui sont quasiment inertes, la forêt représente le cycle de vie et de mort. De la mort, l'humus naît la vie, les arbres, ces arbres vivent, dépérissent, retournent à la terre, et le cycle est entretenu. Du point de vue de la caractérisation d'un personnage, lorsqu'il s'enfonce dans une forêt, il s'enfonce surtout en lui-même, le lieu de l'égarement par l'excellence, où en affrontant ses démons, il va justement accéder à ce nouveau cycle, à cette nouvelle vie, quelque part devenir une nouvelle personne. La symbolique est ici plutôt proche de celle des grottes, à savoir que si le personnage traverse une forêt, c'est comme s'il vivait un rite d'initiation, où justement dans ses doutes, il doit trouver sa nouvelle identité. C'est là justement en tant qu'auteur qu'avec ce vocabulaire de doute, cette quête de soi, cette quête d'identité, on va pouvoir apporter du piment au récit. Un arbre, c'est une ligne de vie verticale. Jusqu'à là, je ne vous apprends rien, mais il faut savoir que dans beaucoup de cultures et de religions, cette élévation verticale a toujours été vue comme un critère, un symbole de sacré. Premièrement, on a les racines qui représentent le monde souterrain, c'est le monde du secret, le monde des grottes. Je vous invite à revoir la vidéo si jamais vous êtes intéressé par cette thématique. C'est également le lieu du corrompu, de l'interdit, une sorte d'enfer, d'Ereb, de Nether. Au choix. Ensuite, deuxièmement, on a le tronc. Le tronc, c'est le monde des vivants, le monde qu'on connaît, le cycle de vie des morts, comme on l'a vu avec Carl Jung juste avant. Et enfin, on a la cime, la canopée, le monde du dessus, qui représente l'éther, le sacré, voire le divin. Dans vos récits, jouer sur cette verticalité va surtout aider à définir l'atmosphère, à donner une ambiance à vos forêts, par-dessus tout ce qu'on a vu déjà avant. En effet, il n'y a pas grand-chose à voir entre une vieille forêt avec des grosses racines humides, inquiétantes, froides, on ne voit pas à 2 mètres, et des ponts de bois dans une jungle, justement proche du ciel, où tout est éclairé, tout semble lumineux. Donc, jouer sur ces strates, ça peut être intéressant, c'est pas quelque chose qu'on fait souvent, donc autant le mettre. Je le précise bien sûr, mais vous pouvez dans une seule et même description avoir toutes les strates qui sont mentionnées. Ça se fait souvent puisque le personnage va balayer du regard. Libre à vous après de mettre le focus, l'accent sur la partie qui vous intéresse le plus par rapport à l'atmosphère que vous voulez donner. Au Moyen-Âge, on distinguait 2 concepts, la guerre, le champ cultivé, maîtrisé par l'homme, et la silwa, la forêt sauvage. Quitter les fourrières et traverser l'Orée, c'était donc quitter la loi des hommes pour embrasser celle de la nature, où vivent les créatures sauvages, et les personnes exclues de gré ou de force de la société. Par exemple les bandits, les hérétiques, les sorcières, les ermites, la bête du Gévaudan. Personnages et créatures écartés du monde extérieur, mais paradoxalement protégés par la forêt. C'est là au cœur de cette nature qu'on pourrait trouver des lieux de repli qu'on pourrait appeler des cathédrales, des lieux de vie simples, loin des villes jugées impures. Cathédrale pour 2 raisons. Cathédrale de verdure d'une part, on a vu les cimes éborgnés, c'est la symbolique associée, mais également comme lieu de culte, 3 petits points, mettez la religion acceptée ou hérétique,
qui est pratiquée. Si le cœur de forêt a tendance à retirer certaines responsabilités du monde extérieur aux personnages qui y vivent, pour quelqu'un qui vient de ce monde extérieur, il faut faire attention, car entrer dans une forêt n'est jamais simple et le retour n'est jamais garanti. Il y a le danger, les bandits, les monstres, etc. Et il ne faut pas oublier qu'ici, les lois du monde extérieur ne protègent pas. Nous y venons, les deux différences principales entre les forêts et les grottes, c'est celle-ci. Les forêts, c'est un lieu contrasté, entre l'ombre et la lumière, entre la vie et la mort, etc. Là où la grotte a plutôt l'apanage de l'obscurité et du mystère, et de l'inconnu. Et d'un autre côté, les forêts ont tendance à surexploiter les sens des personnages qui rentrent, là où la grotte a plutôt pour but de priver et de désorienter. En forêt, nous aurons donc beaucoup de possibilités pour justement faire ressentir ce que l'on veut décrire au spectateur ou au lecteur. On commence par Louis qui permet vraiment de mettre en valeur la dualité entre le calme et le danger dans une forêt. Ici, c'est surtout le basculement de rythme soudain qui va nous intéresser. Par exemple, des personnages marchent, il n'y a pas de bruit, d'un coup, des animaux hurlent depuis un endroit inconnu. Irruption du danger dans le calme. On va aussi retrouver cette sensation avec le soulèvement du vent, une petite brise qui devient une rafale effrénée qui va faire bruisser toute la forêt et donc a pour but, on va dire, d'apeurer le personnage. On va également trouver ça tout simplement si par exemple on est dans une nuit, il fait noir et les branches craquent, le sol craque sous les pieds des personnages, indiquant que peut-être il y a aussi un danger à parcourir la forêt. Ensuite on a la vue, et si vous avez déjà vu des peintures de Redon par exemple, c'est surtout ici le clair-obscur et le jeu des ombrages qui va nous intéresser. Ici on s'attaque à un concept dont je ne vous ai pas encore parlé sur cette chaîne, c'est la pareidolie. La pareidolie, c'est le fait de reconnaître dans des formes naturelles des choses que nous on connaît, des visages, des objets, etc. Par exemple, quand vous levez la tête pour regarder les nuages et que vous dites « Ah, ce nuage ressemble à un canard », et bien voilà, c'est de la pareidolie. Tout l'intérêt de la forêt dans l'aspect visuel, c'est de jouer sur l'égarement, la désorientation, la saturation de sens également, parce que c'est ça la symbolique de base de la forêt. Et ici, justement, on peut faire apparaître, simuler une menace avec de l'ombre et de la lumière, tout simplement. Troisièmement, nous avons le toucher, c'est un sens qui est déjà beaucoup moins utilisé que les deux autres, mais qui est important, je trouve que c'est dommage, il n'est pas assez utilisé. Que ce soit la rugosité sèche d'un pain ou la mousse humide le matin entre les doigts, le toucher va apporter une connexion entre les personnages et la forêt. L'idée, en prenant le temps de connecter les personnages au biome de cette manière, c'est vraiment de renforcer l'importance du biome dans l'histoire, et c'est très important, notamment si ce biome est un biome majeur dans votre histoire. Quatrièmement, on a l'odorat, vous vous doutez bien, chaque essence d'arbre a sa propre odeur, et là on est pareil que sur le toucher, on va vraiment être sur de la sensation forte. Il faut imaginer qu'une forêt a une odeur, c'est un petit peu conceptuel de dire ça, mais c'est comme ça. L'odeur permet, c'est un exemple, mieux peut-être au lecteur de se rendre compte dans quel type de forêt il est. Une forêt de résineux a une odeur de forêt de résineux. Une forêt de chêne, bon, on ne sent pas grand-chose. Une clairière va avoir une odeur de fleurs. Vous voyez, on peut mieux situer le lieu selon l'odeur. C'est moins utilisé, mais ça existe. Enfin, en cinquième, et là c'est très rare et très contextuel, le goût. Si votre personnage mange une baie ou un fruit, ou pêche un poisson dans une rivière, oui, mais la forêt en soi va pas apporter du goût. S'il fait extrêmement humide, la rosée peut dégouliner sur le personnage, peut-être, ou la moiteur d'une brume dans la forêt peut avoir un léger goût, mais c'est très très rare, en tout cas d'arriver à là dans la description, mais si vous pouvez le faire, faites-le, parce que ça apporte quelque chose qui n'est pas souvent vu, pour le coup. Il existe beaucoup de types de forêts. Leur diversité, c'est également ce qui différencie les forêts des grottes. Savoir que les grottes sont globalement plus semblables d'un bout à l'autre du monde, là où les forêts varient énormément. D'ailleurs, fun fact, mais chaque pays, chaque culture ne partage pas sa même expérience de la forêt, selon le climat où il habite, selon la région du monde où il est. Comme on l'a vu tout au long de cette vidéo, on voit bien la différence entre les forêts, le vivant, le varié, le végétal, et les grottes qui sont minérales, mortes, monotone, on va dire en comparaison. Bien sûr, si vous êtes géologue ou spéléologue, vous allez me dire « Ah bah oui, mais attends, c'est très vivant, c'est pas du tout mort les grottes et tout », et oui, vous avez raison. Mais de manière archétypique, de manière fonctionnelle et structurelle, c'est plus simple à expliquer pour la différence dans les récits. Petit tour du monde basique des types de forêts.
Les bois et sous-bois sont des zones domestiquées, des zones tampons entre les campagnes et la nature. On va y retrouver du matériel humain, des traces humaines, à savoir des abris de chasse, des souches d'arbres coupés, des sentiers, ainsi de suite. Ici, le danger n'est pas le lieu en lui-même, mais plutôt qui s'y trouve, qui s'y cache. Les forêts claires, les savanes, les bayous et forêts associées, ce sont les forêts de liberté. On voit loin, le ciel est dégagé, c'est un lieu où, par contre, on est exposé. On peut y courir pour fuir, mais on ne peut presque pas se cacher. Le principal danger ici, c'est d'être aperçu et chassé. C'est d'ailleurs pour ça que c'est la terre de nombreux prédateurs, dont notamment les grands félins, pour cette faculté à la fois à pouvoir se cacher en herbe rase et pour observer l'intégralité de son environnement. Les jungles, les mangroves et toute autre forêt sombre, ici c'est l'oppression totale, l'horizon disparaît et les repères aussi. C'est le mythe de la forêt ventre, la forêt qui vous digère, la forêt dans laquelle vous n'êtes plus un super prédateur, juste une petite proie parmi plein d'autres. Ce sont des lieux où globalement la civilisation a échoué à s'implanter. On y trouve de nombreuses maladies, beaucoup d'humidité, des ruines écrasées sous la végétation. C'est ce genre de biome, les forêts sombres. Ensuite, on a les taïgas, paissières et autres forêts boréales froides, et les forêts mortes qui, elles, sont plutôt symbolisées par le sec. Je les ai rangées dans la même catégorie parce que les symboliques sont assez proches. Ici, tout est figé. Le seul bruit que vous allez entendre, quasiment, c'est celui de vos pas sur la neige, ou sur les brindilles, ou sur la terre. Ces forêts silencieuses renvoient toutes les deux à une peur fondamentale de beaucoup de personnes, la solitude, se retrouver seul avec soi-même. Également, si on veut symboliser le temps qui passe, on peut aussi utiliser les forêts fossiles en tant que forêt morte, ça fonctionne aussi, et ça apporte un autre écrin du temps qui passe, du temps qui dépérit, des choses qui disparaissent. Et justement, en parlant de disparition des choses, nous avons la dernière catégorie, la forêt en feu. Je l'ai ajoutée ici parce que j'en ai une de celles de forêt en feu dans un des tomes de Bélésia, et je trouvais que ça symbolisait autre chose. Qu'est-ce que ça symbolise pour moi? Ça symbolise l'urgence, le seul moment où les prédateurs et les proies fuient dans la même direction, hors de la forêt, qui, fragile, dépérissante, qui brûle, et furieuse, les chasse tous hors de son domaine. Cela symbolise souvent une forêt qui a besoin de faire le vide quelque part et de renaître sur un terreau fertile. Je voulais également le préciser, mais la forêt, c'est tout un système dans l'humanité, dans la vie des créatures en général. C'est à la fois une ressource, un garde-manger pour ceux qui s'en servent, un territoire géopolitique à défendre et à protéger, mais également un monde parallèle pour toute la société évincée qu'on a vue avant. C'est important de le mettre en détail parce que ça peut changer toute la symbolique de votre forêt dans votre univers. Selon à quel pays ou nation elle appartient, selon la fonction, est-ce qu'elle est exploitée, est-ce qu'elle est vierge, est-ce qu'elle est primaire, et par rapport aux gens qui y vivent. Je pense que les forêts ont beaucoup de choses à nous dire dans les livres, dans la symbolique, sur l'histoire du monde, et bien que silencieuse, une forêt, ce n'est jamais impartial. Pour ne citer que deux exemples, dans Princesse Mononoke et dans la communauté de l'anneau, on voit bien que la forêt est un juge qui protège les personnages justes, mais refoule catégoriquement les personnages corrompus. Du côté de chez Tolkien, lorsque les héros traversent le bout des bois, je crois que c'est la forêt de Brandebourg, mais c'est un petit endroit parmi ceux-là, c'est la scène de Sortez du chemin, je crois dans le film de mémoire, les Nazgûl recherchent le porteur de l'anneau, et la forêt abrite les personnages, en empêchant qu'ils se fassent dénicher par ces derniers. La forêt juge, quelque part, que eux sont bons et dignes, là où les Nazgûl n'ont qu'à traverser leur chemin. D'un autre côté, dans Princesse Mononoke, lorsque le personnage d'Ashitaka est blessé, le dieu cerf intervient pour le sauver. Le dieu cerf qui symbolise littéralement la forêt, que le biome tel qu'on l'a vu, avec toute sa symbolique, ne sauve pas le personnage par héroïsme ou par gentillesse, mais uniquement parce qu'il juge que le personnage est bon, bonté d'âme en soi. En conclusion, la forêt est un témoin du temps qui passe, qui nous rappelle que l'humain n'est qu'un invité dans une forêt et non son maître. Les forêts sont des lieux qui méritent d'avoir une réelle personnalité, une réelle influence en tant qu'alliés ou ennemis dans le récit,
Et je suis sûr, enfin, en tout cas je l'espère, je nous le souhaite, que vos descriptions seront renforcées par les quelques choses que j'ai pu vous apprendre dans cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'au bout. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à soutenir cette dernière. Moi je vous dis à la prochaine, c'était Blitzword au rapport. Tchuss!